sur lequel on se trouve. Et c'est pour ça que Souvigné aujourd'hui s'est lancé dans une marque Souvigné Design pour essayer de trouver un peu plus de liberté de créativité, tout en respectant bien entendu l'environnement. Et la sèche qu'on présente dans le cadre de Décora, c'est une chaise, c'est une coque être multiplie, mais qui est vernie à l'eau, donc qui n'a pas de dégagement de COV, qui ne pollue pas l'atmosphère quand on la fabrique, qui est recyclable et que si on la brûle en fin de vie, elle ne dégagera pas d'émanation. Mais tout ça aussi, donc il y a des moyens techniques par moment qui ne sont pas encore aujourd'hui dans l'éco-conception suffisamment développés. Et je pense à la poudre, vous parliez de nos concurrents, je pense à la poudre sur bois, la poudre époxy sur bois, c'est-à-dire c'est une poudre comme sur une poudre métal, mais on la passe sur le bois, mais elle ne donne pas le même effet, le même rendement qu'un vernis qu'on a l'habitude de passer et qu'on voit sur les meubles. Et les vernis aujourd'hui qu'on passe sur les meubles, eh bien, ils dégagent du COV, ils ne sont pas dans les normes écologiques. Je dis aussi que quelque part, quand on crée, il faut avoir le souci de la solidité et de la durabilité du produit, parce que c'est quand même aussi le premier geste de l'éco-conception. Je veux dire, quand on fait un produit qui va durer 2 ans et qu'on va brûler tous les 2 ans, obligé de rechanger, et qu'on va remettre de l'énergie à reconstituer la matière première, etc. Donc il y a une filière aussi de fin de vie des meubles. Mais aujourd'hui, on est dans une société de consommation, donc on essaye de trouver des solutions. Et aujourd'hui, à l'UNIF, on y réfléchit aussi pour trouver un concept de mobilier fin de vie, pour le recyclage du mobilier fin de vie. Mais je crois que le premier geste aujourd'hui, c'est de faire du mobilier durable et qui dure dans le temps, qui reste moderne et qui soit aussi intemporel. C'est aussi vrai. Voilà un petit peu la problématique de nos industries aujourd'hui. Philippe, les prochaines étapes, à la fois sur le plan individuel, puisque je suppose que chaque entreprise n'est pas au même stade d'avancement, les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça continue jusqu'à quand? Là, la saison 1, comme on dit dans les séries américaines, est finie. Donc, nous, l'objectif final de Décora, c'était la Biennale. On a été reçus sur l'espace de la région pour faire comprendre que le meuble existait, pour faire comprendre qu'effectivement, c'était un secteur qui était présent. Alors, la difficulté, bon, ça, c'est un autre regard qu'on peut porter sur les politiques régionales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de bonnes raisons, il a été créé des pôles de compétitivité qui sont basés sur des compétences territoriales, qui sont basés sur de la technologie, de l'innovation. Et ces pôles de compétitivité ont un peu oublié ce qu'on a appelé les industries créatives. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on ne fait pas de l'innovation technologique, on n'est pas dans ces pôles et on est un petit peu oublié. Et donc, il faut militer quelque part pour montrer qu'on existe. Et ça passe par des politiques régionales qui font que d'abord la région est investie d'un certain nombre de missions concernant un certain nombre de bâtiments. Ils ont des lycées, ils ont des écoles, ils ont des crèches, ils ont des hôpitaux, ils ont des cliniques. Alors ils commencent à se poser la question depuis 10 ans maintenant du bâtiment, mais assez peu de l'intérieur, donc il fallait qu'on soit repéré. Et si on veut être repéré, je pense que ça ne se fera pas que dans le milieu du meuble, mais en tissant des liens avec des gens, des industries connexes. Donc dès la semaine prochaine, on se retrouve avec la région Rhône-Alpes pour dire, bon voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a une logique qui est de dire, 1, envie de continuer, c'est plutôt ça, 2, envie d'élargir, 3, quelque part de peaufiner cette idée de méthodologie de co-conception pour travailler plus globalement, et puis voilà, se faire continuer dans la démarche. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, et tous ceux qui ont fait des progrès, ils sont dans un processus global. On va mettre en place dans la profession une éco-filière, donc on va gérer un peu plus les problématiques de déchets. Moi, je commence à mieux percevoir aussi les dépenses qui sont faites en gestion des déchets dans les entreprises, par les bennes, les recyclages, etc. On arrive à des sommes gigantesques aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, quand on a commencé à parler de la qualité, on parlait des coûts de non-qualité. On n'a pas encore parlé des coûts de non-développement durable, mais on va très très vite y venir. Parce qu'une petite entreprise peut avoir jusqu'à 100, 200, 300 000 euros de dépenses sur les traitements de ses déchets. Donc on commence à se dire, tiens, ça commence à valoir le coup d'investir. Donc on est sur une efficacité aujourd'hui économique qui semble plus prégnante. Et puis deuxièmement, un état de l'art qui dit aujourd'hui, tout produit qui sort doit de toute façon passer par
les fauches codines d'un designer et par l'éco-conception. Je crois qu'aujourd'hui, enfin moi c'est en tout cas le discours que je tiens, on peut pas passer outre, quoi. Voilà, donc on va continuer. Alors après, on a bien compris qu'il y avait une impulsion institutionnelle, à la fois régionale et au travers du syndicat, de l'ADEME. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, les entreprises participatrices se sont appropriées ce projet, cette démarche et ensuite, je poserai une question à Noël sur l'enrichissement individuel de chacun des participants, les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a eu un échange d'expérience Alors, entre le... Et pour compléter la question, est-ce qu'il y a un échange entre les entreprises? Parce que là, ça se fait à un niveau, on va dire horizontal, horizontal entre une entreprise, une institution, mais entre les entreprises elles-mêmes, est-ce qu'il y a de véritables échanges Oui, je pense que tout au long du processus que Philippe a développé pendant 1 an et demi, il y a eu des échanges. On a eu une dizaine de réunions. Donc on était avec nos techniciens, voire des techniciens, chacun amenait son technicien, le designer qui faisait partie prenante avec l'entreprise et le chef d'entreprise. Et il y a eu des échanges sur des nouveaux produits. Je pense à un vernis qui venait de Belgique. Je pense à qui était applicable que quelqu'un une entreprise avait trouvé ou un technicien d'une entreprise avait trouvé et qui donnait le nom et on s'est échangé pas mal de choses comme ça. Alors après on a chacun son métier, on a chacun celui qui fait du bois massif par rapport à celui qui fait du tube. Donc bon, c'est vrai mais il y a toujours quand même quelques échanges et quelques points communs. On a tous des définitions à faire sur des produits de base. On a toujours, même si on fait du métal, on a toujours quand même quelques éléments de bois, de vernis, de choses comme ça. Donc il y a toujours des croisements intéressants dans la technique propre de chaque entreprise. Oui, deux éléments à rajouter. Je pense que de faire de l'éco-conception pour un designer, il y a quelque chose qui est de l'ordre du naturel. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui croient qu'ils font de l'éco-conception, mais qui n'en font pas. C'est une démarche qui est extrêmement technique, extrêmement complexe, où on est systématiquement dans le compromis entre des choix de matériaux, des choix de déchets, des choix de processus. Nous, on a préféré se faire accompagner par un organisme... En l'occurrence, ce n'est pas une certification Décora, c'est plus un accompagnement. Mais un organisme qui disait, bon voilà, je vais venir vous voir au début, je vais venir vous voir à la fin, puis on va faire un état des lieux sur quoi vous avez progressé. Et quel que soit l'état de départ de l'entreprise, on souhaitait qu'il y ait cette démarche, c'est-à-dire démarche d'amélioration. Et ça, je pense que ça doit être un organisme externe qui doit garder son objectivité et non pas celle du cœur en disant vous avez fait ce que vous pouvez, je vous donne une bonne note. C'est pour ça que tous nos radars, quand on les regarde individuellement, sont tous en progression, même si la base n'est pas la même au départ. Mais on a voulu effectivement se positionner entre avant et après, est-ce que vous êtes meilleur? Voilà. C'était, je pense, une donnée importante à dire. Non mais alors, peut-être préciser la question. On pourrait imaginer, excusez-moi Gérard, que ce processus soit mené individuellement. La question, en fait, c'est pourquoi choisir la dimension collective? Est-ce que pour vous, c'est oui. Peut-être d'abord à monsieur... Tu vas revenir à l'institutionnel, je trouve. Oui, mais c'est vrai que quelque part, on le fait individuellement. Parce que quelque part, quand on a une entreprise et qu'on fait de la création par l'intermédiaire designer et puis par ses propres techniciens d'interne si on en a, je veux dire qu'on fait, bien entendu, on a toujours le souci de minimiser les prix de transport, de minimiser l'emballage, minimiser les volumes, qui fait partie de l'éco-conception aussi. Mais il est vrai que quelque part, on s'oblige aussi, par cette démarche-là, à assister à des réunions. Il y a des fois, ça permet de... Il y a des moments où certains ont failli décrocher. Et puis non, on se dit, bon, on est parti dedans, on a des réunions imposées, donc on le fait individuellement. Mais c'est vrai que ça permet de faire une démarche un petit peu nouvelle. Ça permet de s'ouvrir aussi sur le monde extérieur de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on est chacun dans son domaine. Et bon, les meubles Grange qui sont à côté de chez de Bonson, je ne connais pas forcément les meubles Grange, comme les gens des meubles Grange ne me connaissent pas forcément. Donc ça permet de s'ouvrir, de faire des connaissances, de faire du relationnel, et ça fait partie du jeu. Encore une fois, c'est l'idée de confrontation. D'ailleurs, pour avoir assisté à certaines réunions, même les designers ont réussi à se confronter. Toujours, c'est pas un combat, hein, c'est un plaisir pour certains.
Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question. On apprend toujours, tous les jours, au travers des industriels, au travers des ingénieurs, etc. Et puis, des fois, effectivement, c'est des compromis, ou des fois, on insiste parce qu'on pense avoir raison, et des fois on a tort, mais des fois, le but, c'est d'avancer. Et ça, c'est intéressant. Effectivement, la remise en question aussi, c'est des apports extérieurs, notamment de nouveaux matériaux, au niveau des tissus, si je prends l'exemple de Souvigné. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que ça, des fois, ça change la méthodologie de finition, d'accroche, etc. Alors, ça remet en cause certains acquis. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et ça, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Je vais mettre aussi un peu de pragmatisme et d'enlever la langue de bois dans tout ça. Il faut reconnaître qu'il y a une politique régionale qui a poussé le collectif, parce qu'il y a une histoire d'argent derrière, et ils estiment, à mon avis à juste titre, qu'on est beaucoup plus riche à plusieurs. Alors pour des raisons de diminution de coûts, en tout cas c'est plus facile de faire une intervention sur l'éco-conception quand il y a 10 entreprises dans la salle et que du coup il y a un cumul, parce qu'il y a une richesse de réseau qui se crée, et du coup une des premières conditions, c'est pour aller chercher de l'argent, des fois il vaut mieux y aller à plusieurs. Bon, ça c'est le côté très pragmatique. Deuxième axe pragmatique, c'est qu'une entreprise qui fait de l'éco-conception, qui essaye de communiquer vis-à-vis de ses clients, elle a un potentiel. Maintenant, 10 entreprises, ou 11 en l'occurrence, qui communiquent ensemble, a un potentiel supérieur. Voilà, il y a aussi une dimension globale qui est intéressante. Et puis, je voulais dire aussi, par rapport à Souvigné, c'est que par rapport à leur savoir-faire, qui ont un marché spécifique, c'est que l'idée de refaire des nouveaux produits, etc., ça crée une autre image. Et puis, on espère retrouver d'autres marchés. Hein, puisque maintenant, ils vont pouvoir faire, disons, une offre auprès des prescripteurs de faire des produits spécifiques pour les prescripteurs. Et ça, c'est nouveau. Chose qu'avant, ils ne pouvaient pas faire. Ça, c'est intéressant aussi. Et dernier élément pour finir, c'est vrai qu'on est dans notre partie d'ameublement, j'ai parlé tout à l'heure de la taille des entreprises. Sans parler de taille critique, on sent qu'à partir de 200 personnes, on a des entreprises qui sont mieux structurées, où on trouve des chefs de produits, on trouve des gens qui arrivent effectivement à gérer une politique. On peut dire qu'en dessous, les entreprises ont un peu de mal à gérer de manière assez cohérente toute cette méthode-là. Et on est dans des systématiques de coaching qui, pour des petites entreprises, est assez difficile. Parce qu'il faut... et plus c'est petit, plus c'est chronophage, quoi. Enfin, Bertrand, tu connais ça. Donc c'est plus difficile à partir de 200, 500 000 à travailler sur des vraies démarches d'éco-design, parce que voilà, on peut gérer un projet facilement. Sur des petites structures, et c'est notre rôle aussi en tant que fédération, d'aller chercher les petits, c'est plus facile en collectif, quoi. Voilà. Bertrand, vous avez dit que vous n'interveniez pas trop dans ce secteur d'activité. Quand on parle, nous, d'éco-conception, évidemment, on saisit la balle au bon, si je puis dire. C'est effectivement plus qu'une opportunité, c'est vraiment une question importante. En même temps, on n'est pas, dans notre secteur d'activité, les plus grands pollueurs de la Terre. On a même un avantage, c'est qu'utilisant dans beaucoup de cas du bois, il faut rappeler que c'est la matière par définition qui est écologique. À tout point de vue, même si on y rajoute des petits vernis et quelques petits points de colle, parce qu'on tente à diminuer de plus en plus. Alors par rapport à vos autres secteurs d'activité, grande consommation, qui doivent utiliser plein de packaging, plein de choses, j'aimerais bien avoir votre regard sur cette démarche. Alors c'est une démarche évidemment qui a sensibilisé l'ensemble des industries depuis quelques années, mais il y a les deux cas. Hein. Il y a clairement le greenwashing, hein, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui en parlent et n'en font pas. Il y en a encore beaucoup. Et puis il y a ceux qui ça va vite, à mon avis, ça va duper personne très longtemps. Ah oui, c'est sûr que ça peut aller très vite. Mais il y a encore des domaines où on ne fait pas très attention. Il y a encore des domaines où la révolution de consommation n'est pas encore arrivée. Et